Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jeudi 14 novembre 2013 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Dans ce studio avec moi, Ibrahim Djombele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant statut des notaires. Les notaires sont des officiers publics institués à vie pour assurer le service public de la preuve. Ils relèvent d'un statut déterminé par la loi numéro 96-023 ANRM du 29 février 1996. Cette loi fixe les conditions d'accès au statut de notaire, les droits et obligations des notaires, les conditions d'association, de substitution et de suppléance. Elle fixe également l'organisation de l'administration de la Chambre et les règles de la pratique notariale. Cependant, le constat d'un certain nombre de maux et d'insuffisances qui affectent l'appareil judiciaire dans son ensemble, ainsi que les différents groupes professionnels qui concourent à son fonctionnement a rendu nécessaire la relecture des textes régissant les professions juridiques et judiciaires. L'adoption du présent projet d'ordonnance qui s'inscrit dans ce cadre vise à mettre à jour le texte régissant la profession de notaire et à poser les principes qui la régissent afin de l'adapter à la nouvelle réalité juridique née de l'avènement de l'OHADA. À cet effet, le projet de texte introduit d'importantes innovations concernant notamment les conditions d'accès à la profession de notaire, l'organisation et l'administration de l'ordre des notaires, la pratique notariale et la tenue de la comptabilité de l'office du notaire. Ainsi, le nouveau statut admet dans la proportion de 30% des places mises au concours des personnes titulaires d'un diplôme supérieur de notariat, d'un diplôme de 3e cycle spécialisé notarial, les clercs de notaire comptant au moins 10 ans d'expérience professionnelle, les titulaires d'un doctorat en droit privé, les magistrats, avocats et huissiers de justice ayant 10 ans au moins et 20 ans au plus d'expérience professionnelle. L'appellation de chambre des notaires est remplacée par celle de l'ordre des notaires qui est plus conforme au statut général des établissements publics à caractère professionnel. Certains actes, entre autres, les baux à usage commercial, industriel et professionnel, ne sont plus soumis à l'obligation d'actes notariés conformément aux normes de l'OHADA. Chaque notaire est désormais soumis à l'obligation de tenir une comptabilité à travers un livre journal des espèces et un livre journal des valeurs qui seront cotés et paraphés par le président du tribunal de la résidence du notaire. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de coopération relatif à la création du Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Le changement climatique constitue un grand défi pour le monde et particulièrement pour le continent africain où l'utilisation des terres représente un important moyen de subsistance pour une grande majorité de la population. Pour aider les États de l'Afrique de l'Ouest à évaluer les impacts et les conséquences du changement climatique sur l'exploitation agricole et la gestion de l'eau en vue d'apporter des solutions idoines au phénomène, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a décidé d'appuyer l'effort conjoint de 10 pays de la sous-région, dont le Mali, à travers l'adoption à Lomé le 10 février 2012 de l'accord de coopération portant création du Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Le dit accord, signé par notre pays, vise à améliorer l'infrastructure et la capacité de recherche des bases de données scientifiques régionales et la coopération en Afrique de l'Ouest afin d'être en mesure d'évaluer le changement climatique et son impact sur les systèmes socio-écologiques, explorer des scénarios et options scientifiques pour améliorer la résilience des systèmes humains et environnementaux dans le contexte des changements climatiques,
constituer et maintenir de façon appropriée les infrastructures régionales pour mener des recherches et renforcer les capacités sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, recueillir, analyser et diffuser les données et informations sur les méthodes appliquées, l'expérience acquise et les résultats obtenus sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres dans la région. Pour la mise en œuvre de ces activités, le Centre s'appuiera sur des programmes de formation et de recherche de base et sur la mise en place d'un centre de compétences. L'adoption du présent projet d'ordonnance est une étape nécessaire à l'adhésion de notre pays au dit accord de coopération. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, chef d'état-major de la Garde nationale, colonel Zoumana Diawara. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, directeur des finances et du matériel, M. Ali Abdoulaye Diallo, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Développement rural, conseiller technique, Madame Mariam Senou, magistrat. Directeur des finances et du matériel, Madame Fanta Karabenta, inspecteur des services économiques. Président directeur général de l'Office du Niger, M. Alias Dogoloum Goro, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Directeur national de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, ADRS, M. Georges Keita, ingénieur des constructions civiles. Secrétaire exécutif du Comité national de la recherche agricole, CNRA, M. Ali Kouriba, directeur de recherche. Au titre du ministère de l'administration territoriale, préfet du cercle de Yanfolila, M. Boubacar Touré, administrateur civil. Préfet du cercle de Tenenkou, M. Abdoulaye Goïta, administrateur civil. Préfet du cercle d'Abébara, M. Drissa Koulibaly, administrateur civil. Préfet du cercle de Gao, M. Mamadou Diakité, administrateur civil. Au titre du ministère du Plan et de la Prospective, conseiller technique, M. Modibo Dolo, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, secrétaire général, Madame Sangaré, Mariam Sangaré, inspecteur des impôts. Chargé des missions, M. Assey Diko, juriste. Au titre du ministère de la fonction publique, conseiller technique, M. Ahmed Mohamed Yeya, administrateur civil. Chargé des missions, M. Bakari Keita, professeur principal de l'enseignement secondaire. Directeur des finances et du matériel, Madame Mariam Sempara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, secrétaire général, M. Mahamadou Zibo Maïga, planificateur, chef de cabinet, M. Siaka Batuta Bagayoko, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, conseiller technique, Madame Makalou Awa Anoun Mar, ingénieur des eaux et forêts, M. Suleiman Sissé, ingénieur des eaux et forêts, M. Mamadou Samake, professeur de l'enseignement supérieur, M. Boubacar Diakité, ingénieur des constructions civiles, M. Baïkoro Fofana, ingénieur des eaux et forêts. Chargé des missions, Madame Diallo Ati Younoussa Maïga, journaliste et réalisateur, M. Demba Koulibaly, gestionnaire, M. Abdallah Ag Idias Imik, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conseiller technique, M. Drissa Diakité, professeur de l'enseignement supérieur, M. Diola Konaté, professeur de l'enseignement supérieur. Directeur des finances et du matériel, M. Aboubakar Diakalou Kamara, inspecteur des finances. Directeur du Centre national des œuvres universitaires, Senou, M. Yeya Aïdara, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, chef de cabinet, M. Djibouroula Togola, ingénieur de l'Industrie et des Mines. Conseil technique, M. Ousmane Mamadou Konaté,
ingénieur des constructions civiles. Chargé de mission, M. Al-Mahadi Mustafa Sissé, journaliste. Directeur des finances et du matériel, M. Mohamed Lamine Koulibaly, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Développement rural, cabinet du ministre délégué chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, chef de cabinet, M. Modi Kanouté, ingénieur et vétérinaire d'élevage, chargé de mission, M. Goun Goïta, professeur de l'enseignement secondaire, Mme Traoré Awa Fofana, juriste. À vous, Amadou Sakari. Merci Ibrahima Diombele. Merci et bonne suite. Merci. Nous poursuivons le cours de ce journal. Nous vous parlions hier de la visite à Gao du Premier ministre Oumar Tatamli et plusieurs membres du gouvernement. Une occasion pour lui et sa délégation de recenser les préoccupations de la population. Sur place, le chef du gouvernement a rappelé les secteurs prioritaires qui verront le soutien de l'État. Il s'agit de l'éducation, de la santé ou encore de la sécurité. Reportage Daouda Zoumana Traoré. La région de Gao, qui a vécu les pires formes d'exaction, doit être sécurisée afin que chaque citoyen puisse exercer ses activités. Sur ce plan, beaucoup a été fait. Au plan sécuritaire, la région bénéficie d'une couverture satisfaisante. Les forces FAMA, MINUSMA et Serval travaillent sans relâche dans une synergie féconde en vue d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Malgré ces efforts conjoints, la sécurité reste fragile à Gao et environnant. Il faut donc prendre le taureau par les cornes en accentuant les patrouilles sectorielles dans la région, dira le général Sada Samake, ministre de la Sécurité. Au sujet des marches non autorisées à Gao, la délégation déplore les dégâts causés dans le domicile du maire de la commune urbaine de Gao. Dans les jours à venir, des mesures seront prises pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Pour y arriver, les autorités supérieures comptent sur l'opération Maliba. Nous avons fait savoir à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, les missions de redéploiement des différentes garnisons, à savoir la Bezanga, Raourous, et bientôt Anderboukan et aussi Djoura dans le secteur de Youarou, pour que les populations puissent revenir. À travers un entretien hors caméra au PC Maliba, le Premier ministre et sa délégation ont pu voir de plus près les conditions de travail des forces armées maliennes. Je suis pleinement satisfait parce que je suis proche des miens, de ceux qui ont souffert, et que c'est une position qui est déterminante, qui est celle de la reconstruction, qui est celle qui répond aux instructions que j'ai reçues du président de la République. Je suis venu ici avec une équipe importante. Il y a 7 ministres qui m'accompagnent, qui ont pu se soumettre aux interpellations de la société civile, des administrateurs civils ici présents. Je pense que cela nous met de plein pied dans la réalité, bien loin de nos bureaux. Et c'est cette réalité-là qu'il nous faut redresser. Et chaque fois que nous faisons ce genre d'exercice, nous sommes proches de notre mandat. Nous sommes ici pour servir. Les installations de l'opération Serval et du camp militaire Firoun de Gao ont reçu la visite du Premier ministre. Voilà, donc c'était le Premier ministre Oumar Tatamli en mission à Gao. Voilà, pour donner corps à la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, le gouvernement a pris des mesures dont le renforcement des capacités des forces armées maliennes du PC Maliba en personnel et en matériel. Ce processus engage l'État, les forces Serval et la MINUSMA, d'où l'exécution des missions conjointes comme Hydre. Au cours de sa visite, le Premier ministre Oumar Tatamli a appelé à la vigilance. Daouda Zoumana Traoré. Dès son arrivée dans la cité des Askia, le Premier ministre et sa délégation ont respecté la tradition en rendant une visite de courtoisie aux notabilités réunies chez le chef traditionnel Arma. Là, un accueil chaleureux les attendait avec du folklore de la 7e région. Oumar Tatamli veut du coup concrétiser l'une des résolutions des États généraux de la décentralisation qui accorde plus d'importance à la chefferie traditionnelle. Pour moi et pour tous les notables ici présents, à savoir la notabilité Songoui, les chefs des quartiers de la ville de Gao, c'est l'indice de l'importance que votre gouvernement veut accorder aux chefs coutumiers que nous sommes. Dans la salle de conférence de la mairie de Gao, le Premier ministre a rencontré les autorités administratives, la société civile et les leaders associatifs de Gao sur leurs nombreuses préoccupations. Des milliers de nos compatriotes se sont déplacés vers les régions du Sud
et certains se sont réfugiés dans les pays voisins, en l'occurrence le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Les populations restées sur place ont subi les exactions les plus atroces et les plus humiliantes. Elles ont été dépouillées de tous leurs biens et les infrastructures publiques ont été saccagées. Chaque intervenant a évoqué cette crise selon son vécu. Une chose est sûre et certaine, c'est que toute la population compte sur l'État pour la satisfaction des doléances, d'où la mise sur pied du programme d'urgence. Sur la base de ces piliers, la sécurité, la réconciliation, des institutions fortes, une éducation refondée, qui sont comme les fondations de la maison, nous allons construire une économie dynamique, avec une forte croissance, et assurer une politique active de développement social dans ce pays. Voilà l'architecture du programme gouvernemental. Nous sommes en train de travailler activement également à la mise en œuvre d'un plan de redéploiement, de réhabilitation des locaux administratifs et de redéploiement de l'administration et des services sociaux de base ainsi que des services de l'énergie. Nous avons ensuite l'ouverture de chantiers pour la relance et la réouverture des services sociaux de base, essentiellement des services de santé et aussi les services de l'éducation. C'est dire que durant ces 3 prochains mois, le nord du pays sera en chantier avec ses entrepreneurs et sa main-d'œuvre. D'autres actions seront prises en faveur de la réconciliation. Les échanges ont également porté sur les législatives, dont les préparatifs vont bon train. Grâce aux forces armées et de sécurité maliennes, la campagne et l'acheminement des matériels électoraux se déroulent normalement. Déjà, la formation des agents est effective. Voilà le Premier ministre qui a rencontré sur place la société civile, mais aussi les forces armées. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA, Bert Koenders, a fait une déclaration sur la situation à Kidal après la libération des locaux du gouvernorat et de l'ORTM par les groupes armés. Par la même occasion, il invite toutes les parties à suivre la voie du dialogue pour le retour de la paix et de la sécurisation du nord du Mali. Écoutons le message du chef de la MINUSMA au micro de Lamine Keïta. Les Nations Unies ont pu constater cet après-midi avec les membres de la communauté internationale, mais aussi avec le membre du gouvernement malien du comité mixte de sécurité et les signataires de l'accord de Ouagadougou que le gouvernorat et les radios à Kidal ont été quittés. Je crois que les promesses de la semaine passée ont été maintenues. Je crois que c'est important. Maintenant, nous devons rester tout vigilants pour la situation à Kidal. Ça donne, je crois, vraiment la possibilité de déclencher les vrais pourparlers inclusifs de paix et de parler sur la sécurité humaine pour toute la population du Nord. Je crois que ça, c'est important. On ne parle plus des bâtiments, on parle maintenant sur les pourparlers inclusifs. Et nous restons vigilants sur la situation. Je crois que tout le monde doit montrer son retenue dans les jours à venir et investir dans ce début des pourparlers inclusifs. Voilà, nous vous proposerons les images de l'évacuation du gouvernorat et des locaux de l'ORTM avant la fin de cette édition ou dans nos prochaines éditions. La célébration du 40e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement se poursuit à Lomé au Togo vers une boîte plus proche des investisseurs privés et surtout des couches vulnérables. Voilà entre autres propositions faites à l'issue du panel de discussion entre experts financiers et acteurs du secteur économique. La session était présidée par le ministre des Finances du Mali, Boiré Fili Sissoko, présidente du Conseil des ministres de l'UEMOA, envoyé spéciaux Mohamed Touré, Mamadou Sidibé. Le développement du secteur rural et la lutte contre la pauvreté à travers le financement de microcrédits aux populations vulnérables, voilà entre autres propositions de Mme Boiré Fili Sissoko dans son introduction à l'ouverture de la session introductive des panels de discussion entre experts. En termes de défis, c'est toujours la lutte contre la pauvreté, au moins la réduire si on ne peut pas complètement l'éradiquer. Et quoique pour l'extrême pauvreté, on espère quand même pouvoir l'éradiquer sous un certain délai. Donc dans ce contexte-là, je pense qu'il est important qu'une banque de développement aussi centrale que la BOAD soit quand même dans le schéma. Et c'est par rapport à ça que vous avez suivi que les préoccupations revenaient de façon récurrente par rapport à la proximité qui est attendue des interventions de cette banque.
des taux de croissance plus élevés, des projets plus innovants pour absorber le chômage des jeunes. Pour le président de la commission de l'UEMOA, Cheikhna Hadjibou Soumaré, le développement équilibré des pays membres de la BOAD est plus qu'une réalité à travers sa participation active dans les projets et programmes communautaires. Il a salué la concertation et la complémentarité entre la BCEAO et la BOAD dans les actions telles la sécurité alimentaire, l'environnement, l'énergie ou encore l'eau. C'est vrai qu'en termes d'investissement, projets d'investissement, infrastructure, secteur privé, d'un certain niveau, ils ont beaucoup fait jusqu'à présent. Mais l'attente aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut qu'ils se rapprochent aussi un peu plus des populations à la base. Plusieurs défis restent à relever selon les différents intervenants. Il est important que dans les années à venir, la BOAD prenne en compte dans ses prévisions les besoins nouveaux des pays membres, car actuellement, plus de 93% des populations n'ont pas accès au financement de la BOAD. Autre grand titre de cette édition, le Grand Prix des Médéis est décerné cette année à l'ancien président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, a été primé par l'Institut Amadeus pour avoir bien conduit la transition au Mali. Il a reçu son prix à l'ouverture de la 6e édition du Forum Médéis qui se tient à Tanger au Maroc du 13 au 16 novembre. L'édition 2013 a pour thème « Quelle émergence dans un monde instable ». Le récit de nos envoyés spéciaux à Tanger, Ibrahim Traoré et Harouna Diarra. L'ancien président par intérim du Mali était très ému en recevant ce mercredi soir le Grand Prix des Médéis, un forum du Sud organisé par l'Institut Amadeus à Tanger au Maroc. Dioncounda Traoré a aussitôt dédié sa récompense à sa famille, au peuple malien et aux amis du Mali. La conduite de la transition, dit-il, aura été certes difficile, mais pas impossible. Si notre transition a été couronnée du succès qui lui vaut d'être unanimement salué aujourd'hui, c'est d'abord parce que le peuple du Mali est un peuple pacifique, un peuple courageux, un peuple patriote, résolu à défendre chaque centimètre carré de son territoire, un peuple tolérant, un peuple croyant. Le travail des gouvernants que nous étions se trouvait facilité. Il fallait bien entendu une dose d'humilité, de sacrifice et d'optimisme. Il fallait en toute modestie savoir solliciter et accepter l'aide de la communauté africaine et internationale. Il fallait savoir être patient. Il fallait savoir faire des concessions et en demander. Il fallait savoir pardonner pour que le pays survive. C'est là que se situait mon apport modeste. Le président Traoré énuméra aux côtés d'autres personnalités un panel sur la situation au Mali et dans le Sahel. En plus de la session spéciale consacrée au monde arabe, l'édition 2013 des Médéis abordera d'autres questions comme énergie et environnement, développement humain, gouvernance, enjeux sécuritaires et équilibre économique. Le tout autour de la thématique principale, quelle émergence dans un monde instable. Dans ce titre, vous avez deux dimensions. Une dimension positive, avec l'émergence, et une dimension négative. Nous voyons des lendemains qui déchantent malheureusement dans le monde arabe, un massacre qui continue malheureusement en Syrie. Il y a la situation au Nord Mali, mais aussi des situations inquiétantes en République centrafricaine. Et je crois que l'instabilité est là, mais l'émergence aussi. Près de 2500 participants issus des sphères politiques et économiques des 5 continents sont invités à cette grande rencontre des pays émergents. Un aéropage éclairé qui analysera pendant 4 jours le rôle actuel et à venir du bloc émergent dans la gestion des enjeux majeurs au niveau de la planète. Retour ici à Bamako, Mali Culture Association vient de remettre au ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord un équipement médical estimé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. La remise symbolique s'est déroulée cet après-midi à la primature. Reportage Garibou Pérou. Plus de 90 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération médicale pour le Mali. L'équipement comprend une vingtaine de lits médicalisés, autant de fauteuils, de déambulateurs, des chariots, des chaises-postes pour grands malades, des centaines de blouses et tuniques, de milliers de sandales pour salles d'opération et bien d'autres. Il est le geste humanitaire de Mali Culture Association, une association basée à Lyon en France. Les images suffisaient à parler d'elles-mêmes.
Tout le monde a vu comment les hôpitaux, les centres ont été saccagés dans la région, dans les 3 régions du Nord. C'est grâce aux entreprises partenaires des NAMI, qui est membre de notre association, que nous avons fait passer le message de détresse et ils ont répondu présent. Je tiens absolument à souligner, les choses doivent être claires. Le Mali nouveau, c'est la clarté. Il faut que les choses rentrent maintenant dans l'ordre. Nous devons donner et que ça arrive jusqu'au bout. Pour assurer un meilleur suivi du conteneur et sa livraison dans les différents centres de santé des régions nord du Mali, de nombreux partenaires se sont mis ensemble. Ce fut le cas du Club Rotary de Saint-Étienne. Cette organisation est toute simple. Elle est partie d'une idée avec mon président de club Rotary Saint-Étienne-Forêt, où dans le train il me disait, voilà, on m'a fait don d'une vingtaine, 20-25 lits, est-ce que tu as une idée pour la destination? Et tout de suite, j'ai pensé au Mali. Pourquoi j'ai pensé au Mali? Parce que vous étiez à l'époque, c'était au mois de novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une situation délicate. Et puis nous avons mis tout ça en place. Donc j'ai fait de la récolte, c'est vrai, de matériel avec l'hôpital. Et puis surtout, il fallait trouver une société qui prenne en charge le coût du conteneur, plus le coût du transport de Saint-Étienne à Bamako. C'est une chaîne de solidarité formidable et je pense que ce qui vient de se passer, c'est la quintessence de ce que sont les Maliens dans leur vraie expression d'accès, d'ouverture à l'autre et surtout de générosité. Ces gens se sont déplacés de Saint-Étienne avec un matériel d'un montant de près de 100 millions de francs CFA. Ils ont donné leur temps, ils ont mis beaucoup d'énergie pour venir aider les Maliens, surtout les Maliens des 3 régions du Nord et singulièrement de la région de Gao. Donc il faut saluer ce geste-là. C'est important pour le Mali et les Maliens doivent savoir qu'il y a à l'extérieur du Mali beaucoup de gens qui pensent à eux. Le succès de cette opération médicale est une aubaine pour tout le peuple malien, puisqu'il entre dans le cadre de la reconstruction des hôpitaux dévastés par les terroristes. Mali Culture Association reste donc du coup un partenaire privilégié du gouvernement malien. Autre action de bienfaisance, près de 50 millions de francs CFA, c'est le montant remis aux autorités maliennes cet après-midi. Le geste de solidarité est de l'Union africaine. Le don est destiné aux populations des régions du Nord déplacées dans les autres villes du pays et les populations maliennes réfugiées dans les pays voisins. Compte rendu, Alpha Maïga. Près de 50 millions de francs CFA, c'est le montant remis aux autorités maliennes. Le montant est destiné aux populations des régions du Nord déplacées dans les autres villes du pays d'une part et les populations maliennes réfugiées dans les pays voisins d'autre part. Nous sommes ici en mission de solidarité avec le peuple malien. C'est la façon de dire que l'Union africaine porte beaucoup d'attention et pour que le Mali, dans la direction que prend le Mali, et pour tous les efforts qui ont été portés pendant ce dernier temps. Au nom de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre et au nom de tout le peuple malien, vous remercier pour ce geste de solidarité. L'Union africaine a toujours été présente. Elle a été à nos côtés. Elle a été parmi ceux qui nous ont aidés pas à pas, patiemment, mais de manière sûre à retrouver l'équilibre et à retrouver la normalité de vie. Elle est encore à nos côtés. Elle mobilise avec elle la solidarité internationale. À nos côtés, elle explique, elle fait comprendre ce que le Mali vit. Dans les jours à venir, d'autres contributions sont attendues. Toutes sont pour le développement des régions du Nord du Mali. D'un appui à un autre don d'équipement de matériel pour l'organisation du premier tour des législatives, le lot de support, de formation et de sensibilisation d'une valeur estimée à 400 millions de francs CFA a été remis par le représentant résident du PNUD au Mali au ministre de l'administration territoriale. Le matériel comprend les groupes électrogènes, des copies de la loi électorale, des gilets et des affiches. Compte rendu, Moïse Traoré. Les supports de formation et de sensibilisation offerts par le PNUD sont évalués à 400 millions de francs.
Il s'agit d'équipements informatiques, de groupes électrogènes et de matériel pour la visibilité du premier tour des législatives. La cérémonie de ce jour dénote de l'engagement et de la détermination du gouvernement à doter le pays d'un parlement renouveler et sortir définitivement le Mali de la période de transition afin de s'attaquer aux énormes défis à relever. Le lot comprend également 50 000 copies de la loi électorale, 13 ordinateurs et 120 000 gilets pour les agents des bureaux de vote. Je voulais rappeler encore une fois que nous allons, avec vous et avec tout le monde, respecter les engagements que nous avons pris envers vous. Nous allons travailler à faire en sorte que toutes les procédures soient respectées et que le matériel qui est mis à notre disposition soit utilisé uniquement pour les causes pour lesquelles ce matériel est destiné. Les équipements ont été acquis par le biais du panier commun aux partenaires techniques et financiers et mis en place dans le cadre du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM. Dans le même registre, l'heure est au dernier réglage pour les législatives. Il s'agit, par exemple, de l'acheminement des matériels électoraux déjà réceptionnés. En ce qui concerne la sécurisation du vote, la MINUSMA apportera un appui logistique. Elle a mis 3 hélicoptères à la disposition du ministère de l'administration territoriale. C'est du moins ce qui ressort de la réunion du cadre de concertation entre le ministère de l'administration et les partis politiques tenus aujourd'hui au gouvernorat du district de Bamako, Mohamed Diarra. Plus qu'un exercice de routine, le cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques permet aux deux partis d'être au même niveau d'information. La dizaine de partis politiques a eu droit à un exposé sur l'état des préparatifs des législatives du 24 novembre. En chiffres, la situation se présente comme suit. 159 000 électeurs ont été transférés suite à l'opération spéciale de transfert. 6 583 954 seront imprimés pour 20 268 bureaux de vote. On note aussi le retour de 669 réfugiés qui devront voter. Bref, un exposé qui suscite un certain nombre d'interrogations. Pourquoi toujours il y a plus de bulletins imprimés que de votants? Et on veut savoir aussi comment ils vont lutter contre la fraude. Autres difficultés évoquées, ce sont celles relatives à la sécurisation du vote. Au second tour de l'élection présidentielle, il n'y a pas eu d'affichage. Si bien qu'il y avait une cacophonie souvent dans les bureaux de vote. Nous avons aussi estimé qu'il faut prendre des dispositions pratiques pour la fraude. Et il crois qu'il faut des mesures strictes pour pouvoir empêcher ces cas de fraude. Des préoccupations légitimes reconnaît le secrétaire général par intérim du ministère de l'administration territoriale. Toutefois, Adi Traoré rassure. Nous savons compter sur les forces de défense et de sécurité du Mali, et qui sont conséquemment soutenus par la MINUSMA et qui a déjà mis à notre disposition 3 hélicos civils et qui nous aident à déployer notre matériel un peu partout. Mais au-delà de ça, il y a un plan de sécurisation qui a été élaboré et qui est suivi à la lettre. Les matériels électoraux sont au complet. Reste à les acheminer dans les circonscriptions respectives, selon le directeur général adjoint de l'administration du territoire. L'objectif du gouvernement est l'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national. Nous, on se donne la latitude d'aller partout où il y a un électeur qui nous attend. Et comme la loi électorale dit que dans chaque village et fraction, il faut au moins un bureau de vote, c'est ce travail que nous avons fait. C'est ça notre carte électorale. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ça fonctionne comme tel. 1h30 de débat, soit la durée des matchs de football. Au finish, les violons se sont accordés avec cette conviction de consolider les acquis de l'élection présidentielle. Une cinquantaine de formateurs de la Commission électorale nationale indépendante sont en formation depuis ce matin à la Maison de la Presse. Ces formateurs devront par la suite former les délégués qui vont représenter la CENI dans les bureaux de vote. C'est une vaste opération de formation qui est ainsi lancée à travers le pays pour réussir l'organisation des législatives Cheikh Oumar Sangaré. Cette session de formation des formateurs intéresse une cinquantaine d'auditeurs qui vont assurer le relais auprès des délégués de la CENI. Il s'agit pour la commission électorale du district de Bamako d'être outillés pour mieux gérer ces challenges politiques. On va d'abord former ceux qui ont la responsabilité de former les délégués. C'est ensuite qu'on va faire la formation des délégués. La formation des délégués, c'est entre le 20, le 21 et le 22.
Et le 23, c'est leur déploiement pour superviser le premier tour de l'élection des députés le 24 novembre. Le temps est ainsi donné pour 16 sessions de formation. Elle concerne 525 formateurs à travers le pays. La Commission électorale nationale indépendante et ses partenaires entendent rester dans la dynamique de la réussite de l'organisation de l'élection présidentielle. En adaptant cette formation aux activités des délégués de la CENI, nous avons prévu 3 périodes. La veille du scrutin, le jour du scrutin et le lendemain du scrutin. Donc il s'agit des tâches que le délégué de la CENI doit accomplir durant ces 3 jours. La formation portera sur ces missions pendant chaque jour. Le président de la commission électorale a profité de cette cérémonie pour rappeler l'importance de la maîtrise de la loi électorale par les agents impliqués dans l'organisation du scrutin. Le collectif des patriotes du Mali a animé ce matin une conférence de presse. Objectif, annoncer aux journalistes leur soutien au candidat indépendant Ibrahima Bouye Fofana. Nous retrouvons ici le compte-rendu de Youssouf Diakité. Le collectif des patriotes pour le Mali a voulu cette conférence de presse pour apporter son soutien au candidat indépendant Ibrahima Bouye Fofana, vu ses œuvres et son engagement patriotique. Nous avons décidé de le soutenir. Il a un programme assez large. Et parmi ces programmes, on prend juste un aspect. C'est que c'est le type de candidat, d'abord, qui n'est pas dans l'achat de conscience. Je vous donne de l'argent, votez pour moi, il n'est pas dans cela. Mais il vient avec des arguments convaincants. Et dans son programme également, il a proposé de rendre compte au peuple. Ceux qui ont voté pour lui, il a proposé de rendre compte. Nos députés, en général, ne rendent pas compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le candidat Ibrahima Bouye Fofana entretiendra les journalistes sur les questions spécifiques de la représentativité des jeunes aux instances de décision et surtout la proximité avec les populations. Le premier objectif, c'est avoir accès au maximum de gens pour leur donner les informations les plus vraies possibles. Et ensuite, deuxième objectif, faire en sorte que les gens se réveillent, parce que nous savons tous que nous sommes à l'orée ou à l'entame d'un changement, et plus les gens se réveillent, plus le Mali se construira. Tant que faire se peut, des propositions de loi, et pour voir quelles sont les grandes préoccupations, les grands problèmes qui peuvent se poser à la vie de la nation, faire, après la proposition de loi, exercer le contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement par des questions orales ou par des interpellations, et faire des restitutions. Par ailleurs, le candidat appelle à une mobilisation collective pour apporter son soutien à ce changement tant attendu. Je vous le disais tout à l'heure, le gouvernorat de la région de Kidal et les locaux de l'ORTM ont été évacués aujourd'hui. À cet effet, je vous propose d'écouter le représentant de la MINUSMA, Abdoulaye Bathily, qui était sur les lieux. Suivons son intervention. Je suis heureux aujourd'hui, en tant que représentant de la MINUSMA, entouré des membres de l'action technique ministre de sécurité, la CTMS, d'être présent, témoin de cet événement important à la suite de la décision des mouvements MNLA, HCUA et MAA de quitter les locaux de la gouvernance, du gouvernorat de Kidal et de la radio, d'être ici pour porter témoignage que cette décision a été appliquée aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour féliciter le MNLA, le HCUA et le MAA d'avoir respecté leurs paroles. C'est quelque chose de très important. L'application de cette décision ouvre une nouvelle ère dans le processus de paix vers des pourparlers inclusifs, vers une paix définitive. Nous l'espérons.
Voilà le reportage complet de cet événement dans nos prochaines éditions. Fin aujourd'hui des travaux de la 5e édition des Journées minières et pétrolières 2013, des journées dont les travaux ont été sanctionnés par plusieurs recommandations, parmi lesquelles la mise en place des mécanismes pour faciliter la transformation sur place de certains produits miniers comme l'or et le fer, le développement des infrastructures dans les différentes zones de production à Damakodjo. Après 3 jours d'échanges, les acteurs des domaines miniers et pétroliers recommandent entre autres l'amélioration des procédures d'attribution des titres miniers. Les participants demandent le strict respect des textes miniers du pays et l'organisation de l'exploitation minière artisanale. La conférence recommande aux collectivités territoriales et aux sociétés minières d'adopter une approche participative pour une meilleure implication des acteurs concernés pour toute action concernant le développement communautaire local. Aux départements chargés des mines et aux collectivités territoriales d'insérer les réalisations et les investissements des entreprises minières dans un cadre formel de partenariat public, privé, communauté locale. De privilégier le dialogue et la concertation entre les mines, les communautés locales et le gouvernement. La diversification des produits miniers en faveur de l'économie nationale a été prise en compte par les participants dans leurs recommandations. Je pense qu'il y a un grand chantier qui s'ouvre à nous à partir de maintenant, un chantier de réalisation structurante et un programme d'action novateur, en tout cas par rapport à certaines des recommandations qui ont été faites ici, et qui, je pense, fait du développement social et humain le moteur des transformations à venir. Et nous y accorderons une importance particulière. J'espère qu'à partir de maintenant, on pourra évoluer de façon concertée pour pouvoir trouver réponse à ces pistes-là. En guise de rappel, la 5e édition des Journées minières et pétrolières avait pour thème mines et développement communautaire. Parlons encore élections dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre 2013. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le vendredi 15 novembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, PACP, 9h20, RDP, 9h40, Madi, 10h, indépendant Faraba Makara, 10h20, indépendant Boukari Diko, 10h40, RPC, 11h, UMPC, 11h20, AMPC, 11h40, Myria, midi, indépendant Magasuba, à 12h20, Adema, 12h40, RED, 13h Codem, 13h20, Sénaz, 13h40, PE, 14h, indépendant, Kadiolo, Onyeta. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats Badjan Aga Hamatou, UFD, indépendant Karsok, UDA, indépendant Sinigne Sigi Gundo, ANCD Mali, CD, indépendant Kai Kideng, RJP, SIRA, MPJS, UDD, PRVM. Suite à présent, donc, lancement cet après-midi de la journée mondiale du diabète. C'était à l'hôpital du Mali. Pour l'occasion, la Fédération nationale des diabétiques du Mali a organisé une journée de sensibilisation et d'information sur le diabète cas des enfants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais donc en titre, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a visité ce matin à Ségou le centre de formation des jeunes donc artisans, l'atelier Domo et le village artisanal de la cité des Balanza. Berté Aïssata Bengali a ensuite rencontré l'ensemble des acteurs de l'artisanat et du tourisme en vue de présenter les dispositions pour sortir Ségou de la zone orange d'Ougoufana Traoré. Enlever la région de Ségou de la zone orange, faire la promotion du Mali en Occident afin de bannir la mauvaise image qui circule encore dans certains pays occidentaux. Bref, faire du Mali une destination prisée, tels sont entre autres objectifs de cette mission du ministre Aïssata Bengali dans la capitale des Balanzans. Ainsi, Madame le ministre de l'Artisanat s'est rendue au centre de formation des jeunes artisans. Ce centre, comme son nom l'indique, forme des jeunes artisans dans divers métiers afin qu'ils se prennent en charge pour lutter contre la pauvreté. Les équipements agricoles, ce sont les artisans qui les confectionnent.
la production agricole, ce sont les artisans qui les transforment. Aujourd'hui, il faut l'ouverture du village artisanal. Il faut l'installation effective des artisans au site du village artisanal pour qu'on puisse produire et vendre aux touristes. Des parcelles de la chambre de métier ont été visitées avant l'atelier de formation du Domo. Cet atelier du Bogolan est une des destinations phares du tourisme à Ségou. J'ai vu que les artisans ils sont très motivés. Ils veulent aider le département pour la relance touristique et artisanale. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a vu le village artisanal, le centre primaire. Il faut qu'on serre les coudes jusqu'à présent. C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de la crise, mais il y a beaucoup de choses à faire. Les salons, les formations, que ces formations-là soient suivies de manière très accentuée pour que nous puissions avoir de meilleurs produits sur les marchés internationaux. À la rencontre avec les acteurs de l'artisanat et du tourisme, tous les problèmes liés à la sortie de Ségou de la zone orange ont été évoqués. L'état de la route Bamako-Ségou, la concurrence déloyale des hôteliers, la bonne information sur Ségou. Le ministre a déclaré que des solutions idoines sont en cours et a promis d'être leur porte-parole auprès de ses collègues afin que l'économie de Ségou puisse enfin se réveiller. Nous sommes à Ségou et nous y restons. Là-bas, l'association Médiation Citoyenne et ses partenaires de France volent au secours de l'école fondamentale de Tamani. L'association a entrepris la construction de 6 nouvelles classes et de l'espace de commodité. Envoyé spéciaux, Mamour Sidibé, Abdraman Keita. Les travaux de l'extension de l'école fondamentale de Tamani, qui viennent d'être lancés, concernent la construction de 6 salles de classe équipées et 6 espaces de commodité. Ces infrastructures ont coûté à l'association Médiation Citoyenne plus de 51 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes là pour le démarrage de ce travail qui a été financé, disons, cofinancé grâce au Conseil général des Yvelines pour la somme totale de 32 400 €. La région de l'Île-de-France pour une somme totale de 10 000 €. Le PRAOSIM à travers le ministère des Affaires étrangères de la France pour un montant total de 20 000 €, et l'association Médiation Citoyenne qui a, elle, pu contribuer à hauteur de 15 000 €, soit 10 millions de francs CFA. Au dire du président de l'association, toutes les salles seront électrifiées et ventilées. L'éducation est le premier dénominateur du développement humain dans ses dimensions de diffusion du savoir-faire et du savoir-être. C'est pourquoi toutes les initiatives qui développent l'instruction et l'éducation méritent une attention particulière des autorités publiques conformément aux orientations inscrites dans le programme du président de la République, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. D'ici 3 mois, l'école fondamentale de Tamani sera débarrassée de son effectif pléthorique. Un effectif qui varie de 111 à 160 élèves par classe. Voilà, nous vous proposons cet élément maintenant. Lancement cet après-midi de la journée mondiale du diabète. C'était à l'hôpital du Mali. Pour l'occasion, la Fédération nationale des diabétiques du Mali a organisé une journée de sensibilisation et d'information sur le diabète cas des enfants. Dans la matinée, la Fédération a organisé des dépistages gratuits. Fatoumata Kone nous en parle. Maladie chronique affectant des millions de personnes par an, le diabète peut toucher toutes les couches sociales. C'est pourquoi la Fédération nationale des diabètes du Mali, FENADIM, a initié une journée de sensibilisation et d'information sur cette maladie. Pour cette édition, le cas des enfants est fortement évoqué. Leur prise en charge doit être uniformisée en plus de l'appui des organisations internationales. Nos enfants diabétiques sont actuellement pris en charge gratuitement par l'ONG Santé Diabète. À travers le programme Life for Etudes de la Fédération internationale du diabète, ce programme nous permet de bénéficier gratuitement des médicaments et du matériel de suivi nécessaire à notre survie. Lecteur glycémie, l'insuline, bandelette, glycémie et urinaire, frais de consultation. Grâce à ce programme, 209 diabétiques ont pu être identifiés. Hormis le cas des enfants diabétiques, la Fédération a lancé un cri de cœur concernant les autres patients. Nous souhaiterions une véritable adoption d'une politique nationale de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles en général et le diabète en particulier. Une subvention de l'État serait souhaitable dans le cadre de l'accessibilité et de la disponibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique
et ses partenaires se sont engagés dans la lutte contre le diabète à travers des actions dont la création d'une unité de prise en charge des malades du diabète à l'hôpital du Mali, l'ouverture d'un centre de lutte contre le diabète, l'ouverture d'une filière de formation pour les certificats d'études spécialisés en endocrinologie diabétique et en diabétologie, la formation des médecins référents dans les hôpitaux des régions et dans les centres de santé de référence. La Journée mondiale du diabète est célébrée chaque 14 novembre et le thème de cette édition est « Protégeons notre avenir ». Selon les intervenants à cette journée de sensibilisation et d'information, la protection de notre avenir passe par le respect des normes d'hygiène sanitaire et alimentaire. Sur la base des prix fournisseurs du mois de novembre 2013, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du vendredi 15 novembre 2013. Supercarburant sans plomb, 740 francs. Pétrole lampant, 565 francs. Gasoil, 670 francs. Distillate diesel oil DDO, 670 francs. Fiole oil 180, 475 francs. Jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné au kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 952 francs CFA. C'est la fin.